Je n'en dis pas plus. Maintenant, le débat qui oppose, j'entends les gens parler de rationalité et autres, tout ça. Les gens, il y a discussion parce que la rationalité est plurielle. J'ai l'impression que utiliser le mot sans comprendre. La rationalité est plurielle, mais la raison est unie. La méthode n'est pas la rationalité. Il y a peut-être une méthode pour forger une amitié forte. Mais la rationalité est parfois subjective, ça dépend. Donc ne discutons pas, disons pas qu'il y a une rationalité. On a tenté d'aborder un concept très philosophique. Bon, c'est parce que quand je m'entends parler, j'ai l'impression qu'il y a confondre méthode, rationalité, et puis si sont des débats qui vont jamais s'achever. Je ne vais pas entrer là-dedans. Et tout ce que les uns et les autres ont dit, je me dis que au lendemain de cette rencontre, Jean Prescott aura des choses à faire. Je suis pour ceux qui font dans le journalisme en réseau, c'est-à-dire, j'ai lu le livre du docteur Zandinelli, qui utilise le concept du paradigme de la mixité pour parler de cette convergence à la fois horizontale et verticale dans le domaine des médias. Et il me semble que ça manque beaucoup dans la vie de Jean. Ça manque beaucoup parce que nous sommes dans le piège de l'immédiateté, c'est-à-dire les gens veulent gagner, c'est-à-dire c'est le paradigme commodique qui est au devant de la scène. Les gens veulent gagner immédiatement de l'argent. Il y a un manque de vision, comme M. Serge Arnaud a dit, il y a un manque de vision. Alors, comment est-ce que les gens vont laisser derrière un certain nombre de préjugés? Comment est-ce que les gens vont apprendre à regarder dans l'avenir? À ne pas toujours chercher à voir ce qu'on gagne. Dans une ville où le quotient intellectuel est tellement élevé, il y a ce problème. De deux, il y a un autre problème qui est le problème d'éducation. Il y en a qui diraient qu'ils sont dans des radios qui n'ont jamais fait journalisme. Moi, qui vous parle, je n'ai jamais fait journalisme. Puis Diawé a commencé le messager sans avoir fait journalisme, mais le messager dit toujours. Donc je veux dire, il y a un problème d'éducation dans la vie de gens. Éducation, c'est-à-dire, on doit éduquer la population sur l'importance même de la presse. Ceci dit, si on veut faire quelque chose d'intéressant, si on veut vraiment émerger dans ce domaine au niveau local, il faudrait d'abord procéder par une forme d'enquête sur le terrain pour savoir qu'est-ce que la population veut, de quel type de population s'agit-il, qu'est-ce qu'elle veut. Et pour ça, il faut procéder par une méthode d'enquête. Je propose ça déjà à Jean Prescott, une méthode d'enquête, peut-être ceux qui font des recherches dans les sciences sociales élaborent un certain nombre de questions et soumettent aux populations. Il faut faire une étude sur le terrain avant de revenir s'asseoir et penser ou encore orienter le projet à long terme. Et pour ça, il faut que les gens sortent un peu de ce repli identitaire, de cet individualisme-là, pour se mettre ensemble et savoir que c'est le journalisme en réseau qui paye aujourd'hui. Toute entreprise commence par derrière la réussite de toute entreprise, il y a toujours un groupe de personnes qui mutualisent les efforts pour faire grandir le projet. C'est ce que j'avais dit. Et merci déjà. Merci. Il est 18h31 minutes. Par exemple, le pays global, le art local. Sur le plan global, les tendances qu'on observe quand même, c'est que, surtout sur l'Afrique, si on ne prend que l'Afrique, c'est qu'il y a un marché qui n'est pas encore véritablement. Il y a un marché qui est presque vierge dans le secteur des médias, c'est celui de la production audiovisuelle. Donc, il y a très peu de producteurs capables de fabriquer les produits qui se vendraient, qui seraient compétitifs au plan international. Mais quand ça passe, quand vous avez un seul produit qui réussit à passer au plan international, vous pouvez vous financer sur un an. Je vais prendre un exemple. En 2016, j'ai été contacté par une agence qui commercialise les magazines télé. Donc, c'est une sorte d'agrégateur. Donc, elle achète directement à ceux qui sont sur le terrain le produit et elle revend à ses clients qui sont des chaînes de télévision.
Ça s'appelle Juka Africa et c'est basé à Kinshasa. Alors, on payait le 3 minutes. Quand le sujet était validé, le 3 minutes était payé à $100. Donc, équivalent de, je pense, 500 000. Voilà, quelque chose comme ça. Et faire 3 minutes, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mes deux premiers sujets avaient été effectivement validés. Je me suis heurté au problème qu'on a de façon substantielle dans notre environnement, je pense. C'est d'abord le problème d'une mise à niveau au plan technologique. Tout le monde est passionné, parfois on a la volonté d'apprendre, parfois on sait même ce qu'il faut faire. Moi j'ai appris à faire le documentaire, le magazine à l'école, donc je sais comment on le fait. Mais il y a la technologie que vous utilisez derrière. Les gars voulaient des images en 16 neuvième. Je n'avais pas de caméra, donc j'étais obligé de faire de la sous-traitance. On m'avait demandé comme premier sujet de tourner sur la situation du football féminin dans la ville de Yaoundé. Ça, c'était à quelques 1 ou 2 mois de la Coupe d'Afrique qu'avait organisée au Cameroun, quand le féminin bien entendu. Et mon plan de reportage avait été validé. Donc je n'avais pas de problème de. C'est-à-dire que ma technicité avant n'est pas remise en cause. Mais on a utilisé une caméra qui filmait en 4 tiers. Donc, on a fini de filmer, on est allé rapidement monter. Quand j'ai envoyé ça quand je leur ai envoyé ça, dès qu'ils ont reçu, ils ont envoyé à leur client. Le client a souvent dit là, technically, c'est-à-dire que c'est l'outil qu'on a utilisé. Il dit technically, I cannot use this. Et je me suis découragé parce que trouver une caméra numérique qui filmerait au 16 neuvième avec un caméraman professionnel, ça coûte 3-4 millions sur le marché. En tant qu'individu, ça peut être compliqué d'acquérir un tel outil. Donc, à Tchad, il y a des sujets qui se vendraient dans de grandes chaînes internationales. J'ai été contacté par France 24 sur la situation du Libye avec moi. Vous savez, quand vous faites un truc pour France 24, vous savez combien vous payez? Mais vous faites un papier, un document de 3 minutes TV, c'est 500 000. Donc vous avez votre salaire pour. Monsieur dit là, clairement posé, c'était comme un défi. Il a dit en des mots très clairs, j'ai même vu ça, c'est comme une insulte, mais vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Il y a tout à Tchad. Tchad, c'est un. Comment dire? C'est un repère, bon, comme c'est le terme un peu péjoratif, de talent, mais qu'est-ce qu'on fait? Qui gagne? Chang a fermé la chaîne internet. Il a fermé, il a dit. Pour faute de ceci, il a fermé. Il s'appelle Simaro. Monoactu. Monoactu a fermé sur internet. Il a annoncé. J'ai eu très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est malin. Tu te bats avec Jean McDo. C'est. Disons que je le fais vraiment. Vraiment, le minimum, c'est le cas. Mais ça, ok. Moi, je serais pour qu'on sorte de cette salle avec une équipe prête à travailler en brainstorm. Qu'on se mette les cerveaux ensemble pour travailler dans la durée sur un projet presse écrite, presse numérique. On peut en discuter. Donc, moi, je serais pour inscrire mon nom sur une liste pour parler d'un événement comme celui-là. Merci. C'est ça. Je pense que là aussi, on n'a pas pu trouver le modèle économique adéquat. Et à un moment donné, peut-être que les moyens du prof n'ont plus suffi pour financer ça de sa poche. Et donc, on a dû arrêter. Donc, je passe la parole au professeur Alain Sipango, qui est le prof de beaucoup d'entre nous, pour ceux qui ont été à l'université de Tchad. Merci beaucoup, English. Je vais commencer par m'excuser parce que j'étais à milieu ici et j'ai besoin de survie aussi. Parce que le challenge, c'est aussi que les esprits ne restent pas sur place. Les esprits sont souvent mobiles. Quoi qu'il en soit, j'ai pu rattraper avant qu'on me boucle.
Je vais donc en profiter largement puisque vous m'avez passé la parole. Je vais également remercier l'initiative de réfléchir sur les médias, l'initiative de Chambress Club, qui est une initiative innovante, parce que si nous ne réfléchissons pas sur les pratiques de notre métier, les pratiques qui sont en cours, nous allons nous scléroser, nous allons nous décourager, nous disloquer. Véritablement, et je suis content que Serge Abel Didou soit panéliste. La presse a besoin d'innovation. Lui qui travaille beaucoup sur l'innovation, lui qui travaille beaucoup sur les projets innovants, il sait très bien que lorsqu'on parle d'innovation, le modèle économique importe énormément. Et la presse a mal à son modèle actuel, du moins pour ce qui concerne la presse locale. Je ne sais pas à quel bout je pourrais prendre, mais si on veut parler de la presse locale, on peut abondamment en parler. Nous avons eu l'occasion d'en parler à Bafoussam il y a 1 an, à l'occasion du symposium organisé au 1000e numéro de West Eco. Parce qu'il s'agit de presse de proximité, il s'agit de presse de développement également. Et voilà pourquoi son modèle économique est particulier. Je ne sais pas ce qui a été déjà discuté, mais je vais donner ma modeste expérience qui risque d'étendre déjà vers 20 ans à Jean. Et Jean peut donner quand même quelques petites leçons à la matière. Pour la simple raison que lorsqu'on compte le nombre de personnes passées par le moule de cette ville, ces personnes ne sont pas les moindres dans le paysage médiatique. Et donc, leur nombre allant croissant, on peut estimer que la ville a quelque chose qui peut structurer, qui peut poser des jalons de ce qu'on peut appeler une presse locale innovante. Les expériences qui ont été citées ici, au moment où je suis arrivé, me poussent à faire quelques clarification avant d'en arriver au modèle que je voudrais suggérer ici. D'abord, pendant longtemps, il y a eu une formation vraiment à la carte qui allait dans plusieurs directions, mais qui visait un seul but: former un étudiant de l'Université de Jean qui a dans son parcours type des enseignements de professionnalisation qui lui permet un accès direct soit à une école d'approfondissement, soit sur le marché du travail, soit dans le domaine de la communication, sans être complexé. Et je peux dire que ce défi a été relevé dans les enseignements qui ont été donnés au niveau de la faculté de lettres et sciences humaines. Et beaucoup qui sont sortis de là me confortent dans l'idée qu'on aurait dû persévérer dans cette voie de professionnalisation sans relâche, parce qu'il y a comme une sorte de relâchement. Voilà pourquoi on est à réfléchir aujourd'hui à savoir quelle direction prendre. Mais ce relâchement n'est pas total, parce qu'il y a un corps de professionnels dans la ville qui opèrent dans le domaine sans se poser beaucoup de questions sur ce que je viens de dire. Les exemples à la carte, c'est les Carole Guénelon. Parce que le premier article que Carole Guénelon apprend à écrire, c'est moi qui lui donne les arguments pour écrire. C'est moi qui lui dis voici comment on écrit. Et elle écrit et je regarde ce qu'elle écrit pour la première fois de sa vie. Il y a d'autres comme cela que je peux citer. Adrien Pou, qui est à la CCR aujourd'hui, qui avait commencé avec Jump News, étant étudiant. C'est le premier journal bulletin quotidien qu'on a eu dans la ville et qui marchait bien, parce que chaque matin, chacun sortait 100 francs et achetait son journal et le lisait sans se poser des questions. Mais c'était un journal d'étudiants.
Et donc, on n'avait pas un ancrage réel, on n'avait pas quelqu'un pour incuber et faire asseoir cet organe. Il y avait véritablement, moi j'étais enseignant, j'étais un jeune enseignant enthousiaste, mon problème c'était de diffuser les savoirs. À côté de cette formation à la carte qui a été développée avec la création de Yemba, qui est née aussi toujours des mêmes sortes d'initiatives, parce que le pauvre Tadadjeu vient et puis il me donne sa carte de visite, dit j'ai besoin de monter une radio et je l'aide à le faire. Voilà comment Yemba naît. Et puis ensuite, embarqué dans la communication au Rectora, je m'engage dans la radio du campus, là où Tidéré avait déjà quelques TBR en main. Puis il fallait mettre en route. Voilà comment la radio du campus naît. Et je dois dire que ne soyons pas découragés parce que j'ai eu une exposition à l'international, puisque je suis ancien boursier de la fondation Alexander Frank-Humboldt, qui est une fondation mondialement célèbre en matière scientifique. C'est Radio Yemba qui me révèle à un Allemand que j'interviewe dans une émission que j'anime bénévolement après avoir créé techniquement la structure. J'anime 2 émissions bénévolement pour accompagner la radio, pour structurer la radio. Et selon les statistiques de Louis Bastide Fouet à l'époque, ces 2 émissions étaient les 2 émissions phares de la ville. Il est encore là, vous pouvez lui demander, les gens s'intéressaient à la radio. Maintenant, on a commencé à étouffer avec les langues nationales qu'il fallait imposer, et ainsi de suite. Et voilà, aujourd'hui, on a des radios qui naissent tout autour. Et c'est une très bonne chose. Ça a créé déjà l'éducation. Avec Radio Campus, il y a eu Diegemu, Delphine Toumi et tout le reste qui ont suivi. Cyril Ouibaya, la présidence, il est devenu policier. Mais c'est à la radio qu'ils ont commencé. Bon, donc, voilà les gens qui ont été formés dans des séminaires organisés à la carte comme ça, pour que les gens soient outillés pour être opérationnels sur le terrain. Il y en a qui ont été formés maintenant dans des filières de formation. C'est-à-dire que vous avez un cours optionnel de communication, un cours transversal, et c'est là que English Ensemble émerge aussi, vous dit, mais la communication, je sens que j'ai quelque chose dans les pieds. Et la suite a révélé qu'il était très bon journaliste, non seulement à Radio Yemba dans le Big Sport, mais aussi à l'Estique. Il ne vous le dira jamais, où il est sorti major de sa promotion. C'est-à-dire que quand vous révisez tous les journalistes du Cameroun, là, il sait à peu près qui vaut quoi dans sa génération, n'est-ce pas? Quand il vous dit que beaucoup ne le tutoient pas, ce n'est pas un mensonge, vous comprenez? Mais nous sommes dans une logique où les gens qui ont des idées innovantes, bon, on a très vite jeté l'eau sur le feu pour éteindre sans voir si le feu peut réchauffer quelque chose ou bien faire cuire quelque chose. Et donc, ça pose un problème dans notre environnement. On a expérimenté ce que j'appelais à l'époque le webzine, c'est-à-dire le premier magazine en ligne, le webzine. C'était Foucault, comme il était le principal animateur, bénévolement. Mais je dois dire que ça a filé sa plume, ça l'a exposé aussi au niveau. Et je crois aussi que Mathurin Azefak a dû exposer beaucoup de gens son nom en tête, parce qu'il faisait une autre lecture sur ce webzine. Bon, il est vrai, il y avait un problème d'argent, mais je dois dire que c'est un projet qui est mort étouffé parce que l'hébergeur, c'est l'hébergeur qui a gêné le projet. L'hébergeur a trouvé qu'il fallait refaire le site dans son ergonomie, mais il exigeait beaucoup de moyens et gênait donc son affichage. Exaspéré, j'ai dû clore le site. C'était vu mondialement, c'était très visité. J'en discutais régulièrement avec mon ami Roger Momokana, avec qui on a travaillé dans le sens de faire du journalisme en ligne un label pour gens. Et il réussit très bien dans cette trajectoire. Donc, je dois dire que nous avons travaillé à vouloir effectivement qu'il y ait un corps de métier de la communication qui naisse à partir de gens. Par la suite, nous avons eu des interventions. Le confrère Henri Chassongo en a parlé.
il y a eu des formations jusqu'en doctorat, puisque j'ai commencé aussi à former des gens à l'institution qui étaient en partenariat avec l'IFACI de Kinshasa. Il y a eu un doctorat où j'ai pratiquement donné le maximum de cours dans cette filière-là. Ils sont tous en train de finaliser leur travail. Bon, bref, on a fait un certain nombre de choses dans la communication pour l'université de Tchang, mais aussi pour la ville et pour le pays. Et il est de bon ton que nous arrêtons à un moment donné pour dire quel est le modèle qu'il nous faut. Et c'est là où je voudrais rapidement donner mon point de vue, puisque je ne vois pas longuement monopoliser la parole. Véritablement, on est partagé aujourd'hui dans la presse entre le global et le local. Global parce que la mondialisation vient avec l'Internet et fait concurrence avec le numérique, avec la presse papier, avec la radio, avec la télévision. Ce qui veut dire que le local peut être étouffé si on s'en tient à la puissance du global. Et qui allait dans la lignée de ce que mon jeune frère avait déjà dit, qu'il faut qu'on aille au niveau stratégique. Après l'opérationnel, on peut toujours déployer, mais il faut vraiment faire une analyse pour détecter quelle est la ligne d'horizon qui permet de percer. Après, on peut trouver les moyens. Et on était dans cette perspective, quand on plafonnait un peu, je pense que le professeur Pankov a mis en relief précisément quels pourraient être dans les atouts, les leviers stratégiques. Je retiens notamment dans la confusion de la mondialisation le besoin d'authenticité qui fait que finalement, même dans un univers mondialisé, il y a une quête de quelque chose de local. Et cette chose locale-là ne s'inscrit pas nécessairement en termes dramatiques. C'est ça qui nous happe rapidement pour le buzz, mais précisément ce qui perce l'esprit, c'est des modèles, c'est des exemples qui marchent. Et quand on est dans une ville universitaire, on voit ici défiler des gens qui font des thèses, des doctorats, dans divers domaines que nous ne suivons même pas. Ou des ingénieurs qui font des choses, nous ne suivons pas. Pour ne pas parler de moi-même, quand le 9 mai, je vais prendre mon prix à l'Élysée, les blancs vont taper mon nom. Il est probable qu'il ne trouve aucun article de moi, de la couveuse, relié à Tchang. Ça va être dommage. Donc, on est dans une ville qui est un laboratoire, qui nous offre beaucoup d'opportunités, des choses qui devraient capter notre attention et qui, réveillée, va être saisie par le monde entier. Précisément parce qu'on est dans une ville universitaire où on a des jeunes enfants de 16 ans qui font des choses, on n'est pas attentif à ce côté positif qui pourtant peut avoir beaucoup de valeur. Donc c'est un aspect important qui va structurer notre réflexion. Et même de manière générale, parce qu'on dit global, local, on peut le voir du monde par rapport à Tchang, mais on peut le voir du monde par rapport au Cameroun. Globalement, lui-même était local. À ce sujet, on le sait très peu. Le Cameroun a de manière endémique 62% de la biodiversité mondiale. C'est exceptionnel. C'est dans le spectre du vivant. 62% des espèces de toute la sphère animale, de tout minéral, de tout ça, existent au Cameroun. Parce qu'on a 5 zones agroécologiques différentes. Ça aussi, vous le savez. Ça veut dire que le Cameroun, la nature nous a offert de naître dans un laboratoire mondial où donc peuvent émerger des tas de dynamiques. Je ne parle même pas du point de vue anthropologique, sociologique, de notre diversité exceptionnelle. Donc on est un sujet journalistique cosmopolite, fécond, et il y a tellement de choses à faire. Il faut juste trouver le modèle. Il faut qu'on voie comment actionner ces leviers. À ce sujet, j'ai insisté sur la notion d'équipe, mais il faut éviter l'autre biais. L'autre biais, c'est de penser qu'on peut faire des équipes de force, ou que les équipes, c'est entre les gens de la corporation. Un bon projet nécessite des compétences pluridisciplinaires. Tu es journaliste, tu dois réussir à convaincre un gars du marketing, tu
dois réussir à convaincre un financier. Parce que le jour où tu es devant un banquier, il veut des tableaux Excel, il veut des taux de ceci, que toi tu ne sais pas faire. Tu as besoin. Il va falloir fédérer ça. Chambliss a sa dynamique, mais je ne suis pas sûr que Chambliss Club a juste assez buté dans l'organe dont nous parlons. Il y a des compétences d'autres horizons nécessaires. Et puis il y a même des affinités qu'il faut créer. Il y a même cette sorte de mixité générationnelle qui est nécessaire à asseoir une crédibilité. Donc c'est des champs qu'on doit explorer. Et moi ce que je peux dire c'est que, comme il a dit, j'ai fait des start-up week-ends qui sont des occasions de formation business model accélérée. Je pense qu'il y a suffisamment d'ingrédients pour que nous envisagions ici à Tchang un start-up week-end thématique sur les métiers audiovisuels ou sur la presse, quelque chose comme ça, pour réfléchir vraiment. Bon, 54 heures c'est très long, enfin, c'est le modèle standard du start-up week-end, c'est parfois coûteux à organiser, mais si nous nous retrouvions un jour, un matin, un samedi matin, à 8 heures, en se disant qu'avec ses parents, on a un projet clé en main. On prend un modèle comme le modèle de Canvas, un 9-4 ans, on essaye, on fait un petit bout de camp, peut-être de 3 heures où les spécialistes expliquent c'est quoi un business model rapidement, et puis on essaie de remplir les cases, si bien qu'à 18 heures ou le lendemain, on a un projet clé en main. Ça c'est quelque chose qu'on peut envisager, et c'est l'engagement que je prends, au moins de prendre l'initiative d'organiser ça. Voilà, il fallait que ce 2019. Je passe maintenant la parole au professeur Alain Sibango Kabi pour son mot de sortie. Merci Idriss. Je voudrais commencer par féliciter M. Didjou pour le prix, parce qu'à peine créé, l'agence a déjà des prix. À peine commencé, ça montre qu'un projet est bien conçu. Les résultats suivent de manière conséquente, de manière rapide, sans qu'on ait à se demander est-ce qu'on avait fait la bonne chose, est-ce qu'on avait suivi la bonne voie. Et ça coule de source en ce moment-là. Vraiment, félicitations, c'est un axe qui manquait. On n'a pas eu besoin d'être à Yaoundé ou à Douala, c'est à Tchang. Donc, avec des gens de Tchang. Et avec des gens qui. On a fait la première jouée natale de toute l'Afrique noire. Voilà. À Tchang. Donc, mais c'est dommage que ça ait échappé à la presse locale à Tchang. Voilà. Et je vais renvoyer là-dessus. Oui, je voudrais dire que, en fait, s'il se plaint de n'avoir pas eu un écho vraiment saillant au niveau local, c'est justement parce que nous n'avons pas perçu que les communicateurs locaux constituent les premières instances de légitimation de ces innovations. C'est pour qu'ils légitiment. Maintenant, la légitimation va venir de loin, de Paris, qui légitime que non, vraiment, ça c'est une innovation. Quand ça va revenir maintenant, les Camerounais vont dire oui, vraiment, c'était innovant. Mais il faut d'abord que ça parte d'ici. Franchement, il fallait s'y mettre. Et il faut s'y mettre pour pouvoir relayer ce qui est bien fait tout autour de nous. Il y a des ingénieurs qui expérimentent des choses, les semences de ceci, des composts de cela, et ainsi de suite. Il y a des innovations, il faut en parler, il faut rechercher et en parler. Tout à l'heure, je n'ai pas fait beaucoup de développement. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le journalisme citoyen, qui fait que les gens sur les réseaux sociaux veulent se substituer aux communicateurs dans leur réaction, dans la course au scoop. Ce doit être pour les communicateurs non pas quelque chose de perçu comme concurrentiel, mais des indicateurs d'information à développer. Donc, vous voyez que dans les réseaux sociaux, il y a des sujets qui préoccupent. Ça peut donner donc matière à un travail de fond, pas superficiel, pas dans la course au scoop, mais de fond en ce moment pour faire du bon travail journalistique. Parce que le travail journalistique, ce n'est pas ce qui se fait dans les réseaux sociaux,
mais ça indique tout simplement que le journalisme citoyen veut qu'il y ait un feedback du citoyen lambda qui est aussi devenu producteur d'informations. C'est une source d'information, mais comme c'est sur les réseaux sociaux, ça demande un travail journalistique, un travail de fond à faire. Et il faut exploiter ça comme des indicateurs de ce qui préoccupe les gens. Je dis ça parce que dernièrement, c'est sur YouTube, sur Facebook que je suis une interview de lui qui parle des incubateurs au Cameroun et qui donne à peu près le point de ce qui se fait. Alors que normalement c'est un sujet de journalisme qui devait être fait. J'ai fait une interview qui était, je crois que c'était sur YouTube que j'ai vu ça. Donc pour moi, il va s'agir de vraiment se saisir ce journalisme citoyen-là et de faire en sorte que tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, que vous montriez qu'il y a un travail journalistique qui s'ajoute à cela pour vraiment donner la bonne information, pour donner une communication plus élaborée. Les municipalités aujourd'hui n'arrivent pas à professionnaliser les structures communicationnelles. On a généré une filière à l'université où on essaie de former, quelques-uns dans la salle ont suivi cette formation, où on arrive à former des gens et qui soient en mesure d'être efficaces dans les mairies. Je dis ça parce que Rochtenfak est dans la salle et les mairies doivent aujourd'hui avoir des communicateurs qui comprennent le jargon de la décentralisation, le jargon de la coopération décentralisée, le jargon du développement local. Et ça, les communicateurs ont besoin d'accompagner ce processus. Donc peut-être qu'il faudrait travailler en collaboration avec les municipalités aussi dans cette dynamique de progression. C'est ce que je voulais ajouter. Et pour terminer, je voudrais apprécier la synergie de John Press Club, mais pour renchérir ce que vient de dire M. Didou Saint-Germain tout à l'heure. Il ne s'agit pas pour vous de prendre des initiatives de production en termes de bande de copains pour dire que vous avez une équipe. Ça va créer ce qu'on appelle la grégalité. C'est-à-dire que vous avez, bon, quand vous êtes du même âge et que vous écrivez, vous vous entendez bien, vous formez une équipe, vous montez quelque chose, vous dites, c'est bien, ça fait une bande d'amis, l'ambiance bon enfant, on travaille sans se stresser parce qu'on blague beaucoup. Mais vous allez vous rendre compte que ça va commencer sous le mode romantique, mais vous allez avoir besoin d'une entreprise toujours. C'est pour ça que je partage sa mixité générationnelle dont il a parlé. Il faut toujours doser et toujours chercher à monter une équipe polycompétente. Ce n'est pas parce que vous comprenez quelque chose à l'informatique que vous n'allez pas chercher un infographiste ou bien quelqu'un qui s'y connaît en raccourci de clavier comme mais qui comprend quelque chose à votre métier. Il comprend votre métier, mais qui vous accompagne. Un financier qui comprend que travailler avec un groupe, une équipe de presse, ce n'est pas une boutique où on a de l'argent à la fin de la journée. Un financier qui comprend ça peut travailler avec vous, ainsi de suite. Donc des gens qui saisissent la vision de ce que vous voulez faire pour faire équipe avec vous. Donc il faut cette mixité générationnelle, mais aussi des compétences pour pouvoir donc générer des produits compétitifs sur le marché de la communication, des produits compétitifs. Que ce soit pour l'audiovisuel et la presse écrite, il y a des gens qui sont prêts à acheter, il y a des pays où on achète l'information. C'est que nous ne savons pas seulement que ça se fait au niveau de gens, ou bien qu'on peut le faire à partir de gens. Mais ça se fait. On vend l'information, les gens achètent l'information. Donc, le modèle économique, c'est d'abord de regarder la compétitivité qui s'est produite sur la base d'une bonne équipe de travail, sur la base des contenus innovants dont on a parlé, des dimensions techniques qui peuvent venir d'une manière ou d'une autre vous accompagner dans ce processus.
En tout cas, nous sommes toujours disponibles quand nous le pouvons. Bon, quand on parvient quand même un peu à survivre, n'est-ce pas, dans notre mobilité, on vient quand même appuyer ce processus et vous encourager à le faire véritablement avec nous, bien sûr, l'espoir qu'on va pouvoir générer d'autres communicateurs comme vous. Ce n'est pas un petit corps fermé. Ça doit s'ouvrir pour qu'il y ait davantage de communicateurs, puisqu'un corps d'élite se développe, ça devient lobby puissant, n'est-ce pas? À la longue, votre voix compte à un moment donné. C'est-à-dire, quand vous dites que ceci va se passer, c'est ce qui se fait. Regardez un peu ce que les gens font désormais. Ils créent des productions audiovisuelles, ils mettent sur YouTube à partir du nombre de vues, les chaînes de télévision commencent à venir acheter et signer des contrats. Les baos, les parliens. Hein? En freelance. Ils font ça au début pour s'amuser, mais à la fin, les gens disent, mais il y a quand même du talent dans cette affaire. Maintenant, imaginez si vous faites des choses bénévoles comme ça, qui au tout début ne vous génèrent pas des sous, mais qui intéressent les gens. Je vous assure, vous allez avoir un PSC. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai eu une bourse parce que j'avais animé une émission où on ne me donnait même pas un radis. Je ne vous ai jamais dit qu'on m'a donné tel 1 franc parce que j'ai monté Radio Yamba. Mais grâce à Radio Yamba, je me suis retrouvé dans une bourse où j'ai passé des années. Donc je veux seulement dire qu'il y a des effets comme ça qui peuvent vous ouvrir les portes et avoir des opportunités. Bon, je suis plus seul aujourd'hui. Je me souviens encore quand j'avais rencontré Timéri à Douala, je lui ai dit, viens, attends, je suis seul, fais ton dossier, tu viens, on va te prendre. Ok? Aujourd'hui, il n'est plus seul. Il y a aussi Jumbo, il y a il y a beaucoup d'autres qui sont dans la ville qui doivent être. Ok? Créons quelque chose qui puisse amener les gens à s'intéresser au métier de communicateur parce qu'il y a des gens qui peuvent former d'autres. Ils peuvent former. Moi, je l'ai encouragé abondamment à soutenir son mémoire de master parce qu'il fait que les gens lui fassent un pied de nez sur ce qu'il aurait dû être depuis, c'est-à-dire un docteur, bien qu'étant professionnel. Ça ne l'intéresse pas, mais moi ça m'intéresse parce que je veux qu'il fasse mais en formant les gens. Lui, il est manager, mais il va finir par former. C'est par là qu'on termine pour la transmission intergénérationnelle. J'écoute, mais je dois former des gens à devenir managers comme moi. Donc on termine par là. Il faut pas arrêter le processus. Merci, c'est ce que je voulais dire. Que le point de volume, j'avais juste cette affaire. Bon, en tout cas, c'est une question qui va finir par se résoudre. Je pense. Il ne nous reste plus qu'à remercier chacun d'entre vous d'être venus. Je pense qu'on a eu 3 bonnes heures de discussion, véritablement. Et je pense que chacun sort d'ici avec quelque chose de nouveau. Et c'est grâce donc à nos 2 panélistes qui sont venus, mais grâce aussi à vous, parce que ce sont les préoccupations exprimées par chacun d'entre vous qui ont permis que les panélistes puissent tenir les propos qu'ils ont pu tenir. Donc c'est collectivement que nous devons donc nous remercier d'avoir pris part à ce banquet tenu à l'occasion de la journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse comme cela s'appelle, qui se célèbre demain 3 mai. Donc ce sera un 3 mai de digestion de ce qu'on a pu manger ici en termes de nouvelles orientations, de nouvelles pistes qui ont été ouvertes. Et on est sorti finalement sur plusieurs promesses. Je retiens celle de Séverin qui veut voir une box en termes d'offres publicitaires pour accompagner les entreprises, notamment les startups. Mais je retiens aussi et surtout la promesse d'une startup week-end. Je vous dis que pour avoir assisté déjà
au moins 3 éditions de Startup Weekend. Quand il vous dit qu'il va faire Startup Weekend, c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau parce que quand vous entrez là-bas la première fois, vous écoutez les gens qui vous parlent de beaucoup de choses et vous en sortez toujours différents. Donc, quand on dit qu'on va faire Startup Weekend, vraiment si le jour là vous avez funérailles, des funérailles, venez à cette Startup Weekend parce que quand vous sortirez de là, vous ferez le monde de façon différente. Il va falloir maintenant le harceler, sachant son chronogramme très chargé pour les 6 prochains mois au moins, pour qu'il trouve un week-end pour que cette Startup Weekend puisse se dédier. Donc je vous remercie, mais avant de partir, je vais donner l'opportunité à Fridolin Goué, qui est notre secrétaire général, de présenter sa structure d'hôtesse. C'est peut-être la première structure d'hôtesse qu'on a dans la ville de Tchang, qui s'appelle Kuna.com. Il y a 2 hôtesses qui sont là et qui nous ont accompagnés depuis le début de cet après-midi. J'espère qu'elles ne sont pas encore toutes fatiguées. Il y en a d'ailleurs qui est spécialiste en marketing digital, c'est toujours bon à savoir. Kuna.com, jusqu'ici, se veut être une structure de communication et de liaison. Dans ces 2 volets, le volet communication, dont nous sommes plus dans 70% sur la communication digitale. Et vous avez eu l'intervention de Inès Franche, qui est notre experte dans le domaine, et aussi d'élaboration et de mise en œuvre des stratégies de communication, notamment pour les startups et les entreprises nécessiteuses. Donc ça, c'est le volet communication. Nous avons le volet liaison qui veut que nous soyons cette structure qui facilite la concrétisation des besoins des personnes et des structures. Donc, nous avons 3 départements. Donc, il y a KDC, qui est l'application de Kuna.com, KDC Link, KDC Beauty pour les filles, et nous avons KDC Com. Donc, KDC Beauty, c'est ce département qui s'occupe de former des filles et des garçons. Jusqu'ici, nous en avons enregistré 47 dans notre base de données, des filles et des garçons qui peuvent vous accompagner dans vos cérémonies et manifestations et vous accorder un service avec professionnalisme. Donc, nous avons organisé des sessions de formation avec des formateurs qui ont été sollicités dans le campus et des professionnels aussi qui ont effectué la première formation. Nous sommes à la 3e formation qui s'est tenue également le dimanche dernier. Donc, on les apprend le protocole, l'accueil, les relations publiques et la communication. Ça, il faut que le volet marketing aussi. Donc, on est dans ce processus, tout le monde travaille sur les placements pendant les stands pour les Jeux universitaires. Donc, si jamais, là, il y a un stand aux Jeux universitaires, elles sont là pour assurer vos prospections et votre communication. Donc là, c'est pour les filles. Bon, celles-là, c'est vrai qu'elles ne sont pas des hôtesses, ce sont des personnels de Kuna.com, Inès et Inès. Bon, là-bas, c'est Camille et l'autre Inès qui sont des personnels. Inès, Donc, et nous avons également, lorsque le professeur n'a pas pris la parole, et je pense que l'un des 2 déclencheurs de cette conférence était .com Mag, qui a fait ses premiers pas le 29 avril dernier, dans le lundi, qui est pour nous donc ce magazine digital, ce web digital qu'on est en train de mettre en place. On a lancé lundi pour pouvoir restituer le contenu des activités de la ville de Tchang à ceux qui sont ailleurs et ceux qui sont dans la ville de Tchang. Donc on a mis cela en place, on est en train de mettre tous les moyens pour qu'on satisfasse la demande et les attentes surtout de ceux qui vont nous lire. Mais pour les Jeux universitaires, nous donnons le défi d'en produire un tous les jours qui résume chaque journée des Jeux universitaires. On va être exclusif pour les Jeux universitaires. Donc c'est un défi qu'on se donne. Et comme M. Canada dit pour celui qui a dit que est-ce que tu peux tenir, nous on se donne le défi de tenir pour cette Jeux universitaires. Donc, et après, ça apparaîtra tous les lundis matins avec des collaborations locales comme celle de M. Moukana, Idrissa Songo, pourquoi pas vous tous qui êtes ici. Donc, vous pouvez visiter notre page Facebook Kuna.com officielle, la page LinkedIn Kuna.com
et le Twitter Kunaland. Donc voilà, merci.